Les débats avec vous, avec aujourd'hui Jérôme Dubus. Bonjour, vous êtes Bonjour, là, Valérie. vous êtes avec nous à distance. Vous n'avez pas voulu vous déplacer dans Paris, membre de La République En Marche. Merci d'être avec nous. Lamia El Haraj, bonjour, vous êtes député de Paris et porte-parole du PS. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes éditorialiste sur RT France. Et on vous retrouve également dans le Grand Matin Sud Radio tous les mercredis pour l'édito politique. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour, maire UDI de Mennecy et vous êtes vice-président de la région Île-de-France. Bonjour à vous. On va parler, écoutez, de ce soir, évidemment, le président de la République qui va intervenir. Valérie Pécresse est-elle en train d'affoler Emmanuel Macron? Grève SNCF le week-end du départ en vacances. Qu'en pensez-vous? Et puis 46% des électeurs de gauche prêts à voter pour Christiane Taubira. Ça tombe bien puisque vous êtes là, Lamia, on va parler avec vous de cet appel à l'union des gauches, tous ces sujets avec vous. Commençons avec ce qui a retenu votre attention dans l'actualité, qui n'est pas forcément toujours sur le devant de la scène. Jérôme Dubus, c'est le cas de votre coup de cœur. Jérôme ? Oui, c'est un coup de cœur auquel on ne pense pas très souvent. C'est un coup de cœur à une association qui s'appelle Arrête ton char, qui est présidée par un professeur de latin et de grec et qui défend depuis des années l'enseignement des humanités dans nos collèges et dans nos lycées. Oui. Alors, il y a eu beaucoup de déclarations sur ce sujet. Il y a même eu un certain nombre d'actes de la part du ministre actuel après que le précédent gouvernement ait mis le grec et le latin au pain sec, si je puis dire, dans les lycées, dans les collèges, notamment avec la réforme Vallaud-Belkacem, qui avait fait beaucoup de mal à l'enseignement des humanités. Et Jean-Michel Blanquer a pris un peu le taureau par les cornes et il a pris quelques mesures, mais qui sont assez contradictoires parce qu'en réalité, il a remis effectivement l'enseignement du latin et du grec de manière assez forte avec la réforme du bac, puisque c'est une des 13 options que l'on peut prendre maintenant. Mais parallèlement, la bureaucratie de Grenelle, la bureaucratie de l'éducation, a supprimé le bonus que procurait le latin au bac. Quand vous preniez cette option facultative, vous aviez un bonus qui était ajouté à votre note du bac. Et bien, ce bonus a été supprimé, alors qu'il y a un certain nombre d'élèves qui font quand même 6 années, puisqu'on commence en 4e, qu'on commence en 5e, ils font 6 années de latin, et ils étaient donc bénéficiaires d'un bonus en fin de cycle. Et là, ce bonus a été supprimé au mois de novembre dernier. Alors, c'est passé inaperçu, et c'est un petit peu contradictoire. Donc, cette association lutte pour l'enseignement du latin et du grec, et je crois que c'est une bonne chose. Si on regarde les chiffres très rapidement, il y a 400 000 élèves qui font du latin aujourd'hui. C'est le même chiffre qu'il y a 40 ans. Et compte tenu de la progression du nombre d'élèves dans les lycées, dans les collèges, vous voyez bien la réduction qu'a subi l'enseignement du latin et du grec, alors que c'est fondamental et que le latin et le grec font l'objet d'une attaque actuellement d'un certain nombre d'associations qui sont dans le courant woke, ce qu'on appelle le courant woke, en disant qu'il fallait déconstruire cette civilisation, ce qui est absolument lamentable. Donc moi, je lance un appel très fort au maintien de l'enseignement de ces humanités. Bon, j'espère que vous serez entendus. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. On va continuer avec peut-être l'enseignement avec vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément. C'est un coup de gueule. Oui, alors je dirais que c'est un coup de gueule pour l'ensemble de son œuvre sur le ministère de l'Éducation nationale. En fait, on est sur quelque chose qui passe complètement sous les radars, parce que pour le coup, je pense que les maires, les parents d'élèves ont plutôt joué le jeu depuis la rentrée scolaire et que l'Éducation nationale s'apparente à la grande muette. Mais aujourd'hui, on est à la limite de la non-continuité du service public de l'Éducation nationale dans les écoles maternelles et élémentaires. On a des classes dans les communes qui, depuis la rentrée de la Toussaint, des enfants, certaines fois, n'ont pas eu 10 jours de cours, c'est-à-dire un peu plus de 2 semaines de cours. L'éducation nationale n'arrive plus à remplacer ses enseignants et c'est quelque chose qui est particulièrement problématique en période Covid parce que tout simplement on n'explose plus les classes. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand un enseignant de CM2 n'est pas là, les 20, 25, 30 élèves sont répartis sur différentes classes, y compris d'autres niveaux. En mode Covid, ils ne peuvent être répartis que sur une autre classe de CM2. Donc la réalité, c'est que sur vos 25 enfants, quand il y a 2 classes maximum,
vous en reprenez 4 ou 5. Au-delà, c'est pas gérable. Et donc, on renvoie les 3/4 ou les 4/5 d'une classe dans les familles. Et l'éducation nationale, parce qu'il y a eu une non-anticipation totale de recrutement de vacataires, parce que après avoir dédoublé les classes de ZEP, ce qui est une bonne chose, au mois de septembre, c'était peut-être pas l'urgence de la rentrée. On est descendu à 24 dans énormément de secteurs pour les maternelles grandes sections, les CP, les CE1. L'éducation nationale s'est mis sciemment, je pense à 6 mois des présidentielles, c'était pas un hasard, en schéma de tension sur ses effectifs d'enseignants et du coup n'arrive pas à pallier les remplacements. Et on a aujourd'hui des enfants qui sont renvoyés dans les familles, des familles qui apprennent du jour au lendemain que les enfants ne sont pas pris. Moi, j'ai eu le cas dans ma commune, c'est encore pire, où on trouve un remplacement à la dernière minute et à 8h du matin, on appelle les familles pour leur dire finalement votre enfant peut être pris. Quand les parents se sont débrouillés pour faire garder le gosse, ça n'a absolument aucun sens. Il y a un turnover des remplacements, ce qui fait qu'il n'y a pas de continuité pédagogique. C'est-à-dire quand un enseignant n'est pas là, qu'il y a un remplaçant pendant 8 ou 15 jours, quand c'est 3 remplaçants sur 15 jours, c'est juste quelque chose qui est absolument insupportable et aberrant. Et c'est une espèce de grande muette. Quand on saisit les inspecteurs de l'éducation nationale, tout le monde nous dit ça va bien, monsieur le maire, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est vraiment quelque chose, pas que je vis moi uniquement dans ma commune, mais quand j'échange avec des collègues maires, quels que soient les périmètres d'éducation nationale, où il y a cette même difficulté. Et je pense qu'aujourd'hui, on a globalement une continuité de service public du fait du Covid dans tous les secteurs, avec des tensions, l'hôpital, la police, la justice, on voit les difficultés. Avec des tensions et des difficultés. Mais sur l'éducation nationale, cette continuité de service public, de fait, elle n'existe plus. Et il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est qu'on est en train d'écœurer les enseignants. Il n'y a jamais eu autant d'enseignants qui sont à bout, en limite de burn-out, qui pour beaucoup, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, plutôt que de proroger 2 ou 3 ans, arrêtent. Pas du fait des enfants, du fait de la structure éducation nationale qu'ils ne supportent plus. Et je pense qu'on a là un problème majeur. On va y revenir parce que on voit bien que ce soit l'éducation nationale, l'hôpital et la police, ça va pas. Comme dirait Madame Hidalgo, ça va pas. À tout de suite. Les débats avec vous et avec aujourd'hui Jérôme Dubus, membre de La République En Marche, Lamia El Harraj, député de Paris, porte-parole du PS, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et vous êtes également éditorialiste sur la chaîne RT France. Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Nous allons évoquer les 46% des électeurs de gauche qui se disent prêt à voter pour Christiane Taubira, Valérie Pécresse qui visiblement pose un certain nombre de problèmes à Emmanuel Macron. On voit de plus en plus de ministres monter au créneau, de femmes. Le fait qu'elle soit une femme semble visiblement les gêner. Et puis grève annoncée à la SNCF, le week-end des départs en vacances. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Vous pouvez évidemment réagir. Vous vouliez Lamia El Harraj, réagir à ce que disait Jean-Philippe Dugoin-Clément à propos donc de ces enseignants, de cette non-continuité dans le service public et de ces enseignants qui ne sont pas remplacés dans de très nombreuses classes? Oui, en fait, je voulais partager ce coup de gueule parce que c'est vrai que nous, on le constate aussi. Moi, je suis députée de Paris, je suis aussi conseillère de Paris et on constate exactement les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'au final, alors que l'école est censée être un des piliers de la République et permettre l'enseignement, permettre de former des futurs citoyens, permettre aussi l'égalité entre tous nos enfants, on se rend compte qu'en fonction du territoire où on vit, en fonction de la situation de l'école dans laquelle on est amené à étudier, on va avoir plus ou moins de chances d'avoir une continuité tout au long de l'année scolaire de l'enseignement et une certaine qualité de prise en charge. Et ça, je crois qu'il convient de rappeler pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Sur cette année, sur le budget de cette année, je tiens à dire qu'il y a 45 000 collégiens supplémentaires et que malgré ça, Jean-Michel Blanquer a supprimé 350 postes d'enseignants au collège. Qu'en élémentaire, il y a 81 000 enfants de moins et qu'ils n'ont créé que 25 postes en dépit du dédoublement des classes que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc tout ça, ça aboutit à quoi? C'est depuis le début du quinquennat, près de 7 500, selon les syndicats de l'éducation nationale, 7 500 suppressions de postes, et donc ça amène à des situations de tension comme celle que vous décrivez. Donc en gros, c'est le quoi qu'il en coûte, sauf pour le social, et j'y reviendrai tout à l'heure dans mon coup de gueule, et pour nos enfants, puisqu'apparemment ce gouvernement n'en a pas grand-chose à faire, et je le déplore. C'est une accumulation, c'est un petit peu comme pour l'hôpital, ça fait des années que ça dure, et que vous disiez contre Jean-Michel Blanquer, mais ça fait des années que cette situation perdure. Un mot, Alexis Poulain? Oui, c'est le mal fait du néo-management public, en fait, où on a voulu transformer les services publics en
son entreprise à court terme, avec une gestion RH terrible. On le voit sur le recrutement impossible, que ce soit les soignants, que ce soit maintenant les professeurs, et puis le fait de dire que on n'envisage plus le service public comme un bien important de cette République. Finalement, c'est un secteur comme un autre, et pourquoi pas le laisser là encore la concurrence faire son boulot. Le rapport la Cour des comptes qui sort sur l'éducation nationale, disons qu'on dépense beaucoup d'argent, que ça va pas mieux, est en train d'aller encore plus loin en parlant de manager plutôt que de chef d'établissement, en lui donnant encore plus de latitude. C'est les écoles Macron à Marseille. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Je crois qu'il faut former des professeurs, qu'il y en ait suffisamment, que les classes soient pas surchargées et que les programmes soient pas changés tous les ans. Et qu'on respecte le service public. Quand on voit ce qui est devenu la Poste aujourd'hui, où les facteurs sont des intérimaires qui sont payés au lance-pierre, qui ne viennent pas. Enfin, il y a énormément de dysfonctionnements aujourd'hui. Souvent, on ne fait pas le parallèle, mais quand on parle de la perte de l'autorité, etc., mais il faut voir aussi comment l'État a été sapé, sabordé par différentes majorités ces dernières années par justement la perte de qualité des services publics. Jérôme Dubus sur l'éducation nationale. Non, mais globalement, d'abord, je partage ce que dit M. Dugouin. Et je m'étonne qu'ils soutiennent Valérie Pécresse qui demande 250 000 suppressions de postes dans la fonction publique. Monsieur Fillon en réclamait 500 000. Bon, il n'a pas été élu. Madame Pécresse s'en est arrêtée à la moitié, mais j'ai entendu aussi Monsieur Ciotti qui en voulait 400 000. Donc où est-ce que vous allez trouver ces suppressions de postes? C'est assez contradictoire. Vous êtes maire d'une commune relativement importante. Vous constatez effectivement qu'il y a des problèmes et des dysfonctionnements qui ne sont pas seulement dus d'ailleurs à des baisses d'effectifs, qui sont dus à une organisation qui est obsolète, qu'il va falloir complètement revoir, et qu'aucun ministre de l'Éducation nationale jusqu'à maintenant n'a eu le courage de faire, parce qu'il faut savoir, moi je veux bien qu'on dise il faut moins de fonctionnaires, 200, 300, 400, mais en réalité ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir si un jour ou l'autre, on va adapter notre État à la modernité. C'est un peu ce que propose Valérie Pécresse, c'est-à-dire adapter l'État à la modernité, c'est pas supprimer des effectifs. Et on ne sait pas d'ailleurs où on va les supprimer. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Ça va être à l'hôpital, ça va être dans l'éducation nationale, ça va être où, on ne sait pas. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Pour répondre à Jérôme Dubus. C'est contradictoire, une fois de plus. Et j'aimerais bien qu'on ait, au lieu d'un débat sur des effectifs, des gens qui effectivement sont en difficulté dans leur profession respective dans la fonction publique. J'aimerais bien qu'on ait un débat sur la modernité de l'État et sur la manière dont on va pouvoir... Alors, on vous entend pas, on a un problème de liaison. Alors, peut-être que Jean-Philippe Dugouin-Clément peut vous répondre sur les suppressions de postes. Déjà, rappeler à Jérôme Dubus qui trouve toutes les mots du monde à Valérie Pécresse qu'il y a 6 mois, il la soutenait pour les régionales. Donc, visiblement, en fonction des époques, des élections, etc., il y a des appréciations à géométrie variable. Non, mais juste parce que ce que propose Valérie Pécresse au niveau national, c'est la déclinaison de ce qu'on a porté sur cette région Île-de-France. La deuxième chose, parce qu'il faut être précis, c'est pas 250 000 postes de fonctionnaires, c'est 200 000 postes de fonctionnaires non renouvelés et la création de 50 000 postes de fonctionnaires sur un certain nombre de secteurs qu'on juge prioritaires. Dans les secteurs qu'on juge prioritaires, il y a entre autres l'éducation nationale, avec entre autres sur l'éducation nationale la question d'avoir un examen à l'entrée en 6e, de manière là où on a des élèves qui sont en situation de carence sur les savoirs fondamentaux, de pouvoir avoir en 6e un accompagnement renforcé et spécifique pour éviter les échecs scolaires qu'on a après. Donc j'entends bien qu'on est dans une période à 4 mois de l'élection présidentielle où il faut être caricatural, où Valérie Pécresse devient la femme à abattre pour le gouvernement, mais si on pouvait éviter de raconter tout et n'importe quoi, ce serait bien. Non, on ne raconte pas tout et n'importe quoi, je suis désolé, les chiffres sont très précis, ils sont issus de la primaire qui a eu lieu. Monsieur Ciotti en voulait 400 000, et Madame Pécresse, et vous venez de nous le dire, ça sera 200 000 non-renouvellements, donc ça va prendre 25 ans ou 30 ans. Et on sait très bien 50 000 créations, et je vous rappelle que M. Ciotti n'a pas gagné la primaire des Républicains. Donc en réalité, c'est un subterfuge, parce que 200 000 personnes supprimées,
si vous ne les remplacez pas, vous savez très bien que ça prendra 25 ou 30 ans. Donc rendez-vous dans 25 ans. Eh bien, dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas des suppressions, puisqu'elles n'auront pas lieu. C'est ça la vérité. On a un auditeur qui nous dit les communautés d'agglomération embauchent à tour de bras. On peut peut-être déjà stopper à cet endroit-là. On a créé dans ce pays depuis 20 ans, juste une aparté, des dizaines de doublons, de suradministration, de comités, d'organismes qui existent en parallèle de l'État. On a des ministères qui sont des ministères d'exercice de plein droit, avec à côté des comités qui existent. Enfin, on a des doublons colossaux où effectivement il y a des structures d'administration administrante qu'on peut réduire. Emmanuel Macron ne l'a pas fait pendant 5 ans, il n'a pas eu ce courage politique, nous l'aurons. Alors, Alexis Poulain, un coup de gueule? Oui, alors coup de gueule, coup de klaxon, attention, c'est aujourd'hui que 400 000 doubles vaccinés perdent leur passe sanitaire s'ils n'ont pas fait leur rappel, les plus de 65 ans notamment, et presque 1 million de vaccinés Janssen la première fois s'ils n'ont pas fait de rappel. Ce fameux passe sanitaire qui n'en finit pas d'inciter à la vaccination. Alors j'espère qu'il y aura des bugs, que ça ne va pas être désactivé aussi brutalement, mais la question se pose de la communication encore une fois du gouvernement, parce qu'en pleine campagne de rappel sur cette 3e dose, voilà que l'autorité de santé nous parle d'une dose de Moderna non plus à mi-dose mais à dose pleine. Et là, plus personne ne comprend rien. Et on dit mais pourquoi vous faites ça en ce moment alors que les gens déjà hésitent à faire une 3e dose Moderna, demandent du Pfizer, il n'y en a plus. Et là vous avez la haute autorité de santé qui dit peut-être qu'il faudrait faire 10 mg plutôt que 5 mg comme initialement prévu, alors que le laboratoire Moderna ne préconise pas ça du tout. J'aimerais savoir ce qui se passe en réalité. Et puis vous avez de l'autre côté Monsieur Delfrécy qui lui parle déjà de 4e dose et de 6e vague, alors qu'on est dans la 5e et qu'on essaie de faire le rappel de la 3e. Donc je pense que les Français sont de bonne volonté, ils ont été plutôt consciencieux, ils ont tout fait ce qu'on leur a demandé, mais là il y a un moment où ça va péter. Ça va plus être possible de continuer comme ça à dire allez-y, n'y allez pas, faites attention, le pass sanitaire c'est jusqu'en juillet, peut-être plus loin. Madame Pécresse, attention, vouloir prolonger le pass sanitaire au-delà de juillet, ça fait peur. À un moment il va falloir mettre une fin à cette stratégie de gribouille de la vaccination. Soit la rendre obligatoire si c'est ce que vous voulez, soit dire faites ce que vous voulez, on va trouver d'autres solutions avec des traitements. Mais là, ce qui se passe, c'est du grand n'importe quoi. C'est clair, non ? Il faut faire une 3e dose. Oui, mais alors faites-la. Mais le problème, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si même la haute autorité de santé n'est pas foutue de dire s'il faut une 3e dose Moderna demi-dose ou pleine dose. Mais enfin, c'est extrêmement inquiétant. Justement, on auditionne Olivier Véran tout à l'heure, donc ça fait partie des sujets qu'on va aborder. En fait, moi je vous rejoins complètement parce que globalement, ce que vous dites, c'est qu'il y a une cacophonie en fait depuis le départ. La question, c'est pas du tout de remettre en cause la vaccination. Enfin, pour ma part, je suis évidemment favorable à la vaccination. Mon groupe a porté la vaccination obligatoire puisque c'est la seule façon de sortir au-delà de ça, de cette cacophonie que vous dénoncez. Et c'est vrai que moi je comprends tout à fait que les gens n'y comprennent rien. Et ça, c'est depuis le début de la pandémie. On a un gouvernement et notamment un président de la République qui depuis le début se prend pour l'épidémiologiste en chef de l'État, ce qui n'existe pas en soi, et au lieu de déléguer cette compétence à des gens dont c'est le métier et c'est l'expertise et d'avoir une bonne coordination, puisque je crois que c'est le rôle éminent des politiques et notamment du chef de l'État, il a voulu prendre des décisions à la place de tout le monde. Résultat, tout le monde dit tout et n'importe quoi et les gens n'y comprennent rien. Ne serait-ce que le Conseil de défense sanitaire sous le sceau du secret défense. Mais c'est pas possible de continuer comme ça. C'est scandaleux par ailleurs le secret défense qui a été instauré autour du Conseil de défense sanitaire. Nous n'avons eu cesse de le dire, notamment dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. C'est absolument ubuesque qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On est en démocratie, il faut quand même le rappeler. On est et il est important que chacun rende aussi compte de décisions qu'il prend. Il y aurait de quoi faire une motion de censure, de dire ce gouvernement fait n'importe quoi, ce ministre de la Santé doit être démis. Or, c'est impossible avec cette majorité. Vous avez tout à fait raison. C'est une suggestion que je prends à la volée, puisque je me permets de rebondir en disant dans 6 mois, vous avez l'occasion d'avoir une vraie motion de censure, à savoir des élections présidentielles et législatives, confisquer le pouvoir à ces gens-là qui n'ont eu de cesse de déconstruire et de ne pas respecter la République. Bon, c'est dit. Vous l'auditionnerez quand, tout à l'heure ? À 14h30 en commission des lois. Jérôme Dubus, vous voulez défendre le ministre de la Santé ? Le président de la République. Soyons sérieux, parce que ces polémiques, ça commence à bien faire. Il y a 10 millions de gens qui ont reçu la 3e dose, je le rappelle. Nous sommes le pays européen où nous avons reçu le plus de 3e doses. Regardez un peu ce qui se passe dans les autres pays, notamment en Angleterre, où c'est la grosse panique parce que M. Johnson n'a rien préparé du tout. Et vous verrez qu'Emmanuel Macron ne s'est pas du tout érigé en pseudo
je ne sais trop quoi, le terme que vous avez employé, épidémiologiste, justement, vous savez même pas absolument ce que ça veut dire. En réalité, tout ça est sous contrôle. Il est très clair qu'il faut une troisième dose, que le vaccin Moderna fait l'objet, comme le vaccin AstraZeneca en son temps, d'une espèce de réticence qui est totalement injustifiée. Non, il n'y a pas de réticence. Le vaccin Moderna, c'est le même que le vaccin Pfizer. Oui, mais il y a l'histoire du... Il n'y a aucune peur à avoir. Non. Je vous rappelle que le sujet, alors, notre ami a toujours été contre le pass sanitaire, donc c'est normal qu'il persiste dans son erreur. Mais le pass sanitaire nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui, contrairement à d'autres pays qui sont en retard sur la vaccination. Je ne dis pas que tout le monde va bien, mais arrêtons les caricatures polémiques à 4 mois des élections présidentielles. Allez, pour reprendre la formule de M. Dugouin tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec le coup de cœur de Lamia El Arach qui va nous emmener sur la gauche, l'union de la gauche. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio, avec Jérôme Dubus, Alexis Poulain, Jean-Philippe Dugouin-Clément et Lamia El Arach. Coup de cœur, coup de gueule, Lamia? Je dirais c'est mi-figue, mi-raisin, c'est un coup de cœur, coup de gueule. Ouais. Donc la semaine dernière, Anne Hidalgo a appelé à l'union de la gauche derrière une candidature unique au vu à la fois du contexte actuel du pays, notamment la montée de l'extrême droite et de la droite ultralibérale. Au vu par ailleurs du pourrissement du débat public autour d'un certain nombre de sujets qu'on ne pensait pas revenir dans le débat public en 2021. A appelé à l'union de la gauche via un processus de primaire ouverte pour essayer de faire émerger une candidature unique et surtout un programme commun qui redonne de l'espoir. Ce sujet a été plébiscité puisqu'il y a un sondage qui est sorti hier. Plus de 70% de la population, notamment de l'électorat de gauche, est favorable à cette union. Le coup de gueule, c'est qu'elle a un petit peu du mal à se faire. Quand je vois les réactions d'ego des uns et des autres qui se targuent d'être en capacité de faire l'union au vu du crédit qui leur est accordé dans les médias, je trouve ça un peu dommage de se priver de cette opportunité, à mon sens, historique. Mais vous rangeriez derrière Jean-Luc Mélenchon ? S'il était aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, la question se pose pas, puisqu'il n'est absolument pas dans cette démarche d'adhérer à une quelconque primaire. Oui, mais si la primaire se faisait et qu'il en sortait vainqueur, ça veut dire que vous, socialistes, vous accepteriez ce programme-là, où il y a quand même des divergences importantes. Il y a des divergences importantes, c'est pour ça que la méthode qui a été proposée, c'est aussi celle de mettre au pot commun un certain nombre de propositions, donc de se mettre d'accord sur un projet commun. C'est un processus qui est en cours, avec une démarche ensuite d'adhésion à ce processus-là et de vote. Et là, je crois que on n'y est pas tout à fait. Donc, à mon sens, ça justifie du coup le coup de cœur, gueule. Coup de gueule. Et vous avez espoir que ça peut changer? C'est un espoir qui s'amenuise heure après heure, mais disons que j'ai espoir. En fait, si vous voulez, moi je fais partie par ailleurs d'une nouvelle génération d'élus, une nouvelle génération politique au sein du Parti socialiste. Je suis profondément socialiste. Toujours est-il qu'il y a un constat aujourd'hui établi qui est celui d'un échec global de notre capacité collective à gauche de faire émerger nos idées, alors même que ce sont celles qui suscitent le plus d'espoir et le plus de perspectives en matière de justice sociale. Donc à partir de là, soit on reste spectateur, soit on se dit qu'à un moment, on prend des dispositions pour être en capacité d'en sortir. Donc j'ai évidemment à cœur de contribuer à construire ça. Maintenant, si c'est un échec, sincèrement, je saurais aussi m'en souvenir en matière de responsabilité des leaders politiques aujourd'hui à gauche. Quand j'entends des discours comme ceux d'Yannick Jadot, franchement, je suis atterrée. Voilà, je le dis sincèrement, je suis atterrée. C'est irresponsable vis-à-vis de notre génération. Alors Jérôme Dubus. On va pas défendre Yannick Jadot. Moi, je n'ai rien à voir avec Yannick Jadot. C'est pas du tout mon école de pensée. Mais enfin, soyons sérieux. Depuis des années, le peuple de gauche, effectivement, réclame une union. Et tout d'un coup, Madame Hidalgo, dans un train, a découvert qu'elle pouvait rejoindre la primaire populaire qui existe depuis des mois. Ça fait presque 1 an qu'elle existe. Et le matin même, Mme Hidalgo avait dit le contraire. Elle avait dit qu'elle irait jusqu'au bout, qu'il y aurait des bulletins Anne Hidalgo le jour du premier tour, peut-être pas le jour du deuxième tour, mais en tout cas le jour du premier tour. Et puis voilà, dans l'après-midi, elle change d'avis et tout d'un coup, elle découvre que l'union, ce serait mieux. Bon, ça trompe personne. Et d'ailleurs, les portes qui ont été fermées ont été à juste titre par monsieur Roussel, par monsieur Jadot, monsieur Mélenchon n'en voulait pas, on sait. Donc tout ça
tout ça va aboutir au fait que ça ne marchera pas. Oui. Vous auriez dû vous réveiller bien avant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'était au début de l'année qu'il fallait faire cette primaire. Aujourd'hui, bien avant ça. Vous avez une multitude de candidats à gauche, vous n'avez pas de programme commun, et vous pensez qu'en 4... Ah, on l'a perdu. Quel dommage, vous avez été coupé, chers collègues, parce que pour le coup, en termes de caricature, vous n'êtes pas une caricature près. Je crois qu'il faut aussi reconnaître la capacité, à un moment, en tant que responsable politique, de dire qu'on s'est trompé, qu'il vaut mieux faire autrement, parce qu'on se rend compte que la réalité n'est pas celle qu'on avait imaginée. Donc non, moi je trouve que c'est courageux de l'avoir fait. Peut-être que ça aurait dû arriver plus tôt, mais c'est courageux de l'avoir fait. Philippe Dugoin-Clément. Oui. Jean-Philippe, pardon. Je trouve qu'il y a un problème de fond déjà à gauche, c'est quelle gauche? De quelle gauche on parle? Parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, entre les Insoumis, une partie d'Europe Écologie Les Verts, ou le Parti Socialiste, ou les radicaux de gauche, le point commun, il est difficile à trouver. Et je crois qu'il y a une vraie fracture idéologique. La deuxième chose qui se pose, c'est qu'en fait, il y a deux logiques différentes. Il y a une logique de ceux qui, à gauche, espèrent une alternance, veulent gagner. Et ils savent qu'une gauche divisée, quand il y a 4, 5, 6 candidats, c'est voué à l'échec. À la présidentielle, la division tue. On a réussi à sortir de ce schéma-là à droite et au centre, mais à gauche, ça n'est pas le cas. Il y a ceux qui veulent essayer de rassembler, puis il y a ceux qui n'ont rien à faire de rassembler. Ceux qui sont dans une logique de gauche, d'extrême gauche, d'opposition, qui existent dans l'opposition et qui voient la présidentielle comme une sorte de primaire pour avoir un leadership. Quel est le premier candidat en tête à gauche? Quel est le responsable de la gauche dans l'opposition, mais qui ne souhaite pas construire une alternance? Et au fond, cette fracture-là, c'est la fracture idéologique qu'on a entre deux gauches aujourd'hui irréconciliables. Oui. Alors, est-ce que Christiane Taubira pourrait changer la donne? Un sondage Ipsos pour France 2 affirme que 46% des électeurs de gauche seraient prêts à voter pour Christiane Taubira. 37% des électeurs de gauche se disent prêts à voter pour Anne Hidalgo, 38% pour Yannick Jadot. Donc c'est elle qui visiblement rassemblerait. Alors Jean-Luc Mélenchon, tout de même, 47% des sympathisants de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle pourrait se déclarer réellement? Elle est arrivée en disant qu'elle ne pouvait pas laisser Éric Zemmour, le champ libre à Éric Zemmour. Le problème, c'est pas Éric Zemmour, c'est pas lui l'alpha et l'oméga de la campagne présidentielle. Le problème, c'est d'avoir un projet et un projet de gouvernement. Et effectivement, un programme commun, travaillé, partagé. Il y a un parti qui a essayé, enfin un mouvement, puisque c'est un mouvement gazeux comme la REM, c'est la France Insoumise avec l'Avenir en commun, qui était déjà là en 2017, qui a retravaillé, qui dit mais pourquoi vous ne rejoignez pas cette plateforme problématique? Il y a eu des appels du pied à Sandrine Rousseau, etc. Il faut aller plus loin. C'est pas à 4 mois des élections qu'on va appeler une sauveuse, poétesse, qui va déclamer un poème pour sauver la gauche. C'est trop tard. Ben non, il faut un programme. C'est ce jeu d'appareil qui est là finalement parce que on a l'axe des perdants. Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo sont en train déjà de voir comment préparer les législatives parce que la présidentielle, c'est mort. Voilà, en fait, le bilan, il est là. C'est à gauche de gouvernement, le bilan est fait et on n'a aucune chance d'être au second tour. Donc, travaillons ensemble pour les investitures. C'est à peu près ça à quoi ça sert. Et la primaire, depuis le début, la primaire populaire, c'est un outil qui était là pour préparer une candidature de Madame Taubira, mais qui ne s'est pas décidée assez tôt, qui n'a pas travaillé. Enfin, la gauche a été d'une fainéantise incroyable pendant ce quinquennat. Elle était dans l'opposition, mais elle n'a pas travaillé à l'union. Mais je suis désolé. Je suis absolument stupéfaite. Je suis désolé. C'est la mienne représente. On ne va pas sortir ça. Et puis, il y a une autre chose aussi qui J'attends que vous ayez fini pour vous répondre. Bien sûr. Il y a une autre chose très importante qui est sous-estimée par le Parti Socialiste, c'est le désamour des électeurs de gauche par rapport à ce parti. La trahison de François Hollande, de mon ennemi c'est la finance, à la loi travail, de la façon dont Emmanuel Macron a été porté par le Parti Socialiste lors de son élection de 2017. Donc aujourd'hui, le Parti Socialiste, pour beaucoup d'électeurs de gauche, il est le parti de la trahison, il est un parti qui n'est déjà plus vraiment de gauche et qui a toute sa place dans la maison commune plutôt que dans une gauche qui n'arrive pas de toute façon à se recréer. Et donc, la gauche qui va exister, celle qui va porter des idées d'espoir de gauche, c'est une gauche beaucoup plus radicale. Qu'on va dire, ah oui, c'est l'extrême gauche, ça fait peur, mais oui, il faut taxer les riches, ah oui, il faut augmenter le SMIC, ah oui, mais ça, c'est des idées de gauche. Ça, c'est ce qui va mobiliser le peuple de gauche. Aujourd'hui, le problème, c'est que le Parti Socialiste a un bilan calamiteux. Le quinquennat Hollande a fait une trahison du peuple de gauche. Voilà, c'est tout. Alors, vous allez répondre après la pub. Voilà, c'est un bon teasing, Lamia à la rage. Et puis, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, vous également. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on parlait de la gauche, de cette gauche que vous avez assassinée, Alexis Poulain, qui n'a rien fait pendant 5 ans. C'est un bilan cruel peut-être, voilà. Mais malheureusement c'est ce qu'il en sort aujourd'hui, c'est impréparation. Lamia El Harraj, qu'est-ce que... C'est un bilan cruel, moi je dirais pas ça pour le coup, et pourtant je suis concernée. Moi, je partage votre constat, en fait. Peut-être que ça va vous étonner, mais oui, je crois qu'effectivement, le PS, tel qu'il existe aujourd'hui, est un repoussoir du fait d'un certain nombre, alors je dirais peut-être pas trahison, mais en tout cas un certain nombre d'échecs qui ont été les siens et de désengagements qui ont été les siens par rapport aux perspectives qui sont celles de la pensée socialiste. Moi, je suis profondément socialiste, vraiment. J'ai été moi-même extrêmement déçue par un certain nombre d'éléments du quinquennat de François Hollande que je respecte, que j'apprécie humainement. Par exemple, la déchéance de nationalité, voilà, pour moi, ça a été un point très difficile d'achoppement avec ma famille politique. Pour autant, je crois qu'il y a un chemin qui est possible, il y a un chemin qu'on doit tracer, c'est la responsabilité par ailleurs de ma génération politique d'être en capacité de reposer un certain nombre de sujets et de faire réémerger cette pensée socialiste autour d'un bilan qui est le nôtre. On est le camp du progrès social, on est le camp de la réduction du temps de travail, on est le camp des congés payés, des droits sociaux, de la CMU, du PACS, de la dépénalisation de l'homosexualité, du mariage pour tous. Donc moi je suis fière de ces avancées-là, elles sont notre héritage. Maintenant la vraie question c'est comment est-ce qu'on l'incarne aujourd'hui, et là-dessus vous avez raison, il y a du travail à faire. Sur le bilan du quinquennat, je suis absolument pas d'accord avec vous, il y a énormément de travail qui a été fait, mais les choses ne sont pas simples, ça vous aura pas échappé. Moi, je ne suis pas trop partisane du yaka faucon. Là où on a un échec très clair qu'on est en train de payer aussi, c'est celui de l'union de la gauche. Mais ça, on n'est pas seul tributaire. Je crois qu'à gauche, il y a diverses familles politiques qui s'opposent, s'affrontent et qui ont oublié qu'elles pouvaient porter des choses en commun. Et c'est ça qu'il faut construire. Et pour ma part, je prendrai ma part de responsabilité sur cet élément-là. Et je crois qu'il y a un chemin qu'on va réussir à faire émerger. J'ai aucun doute là-dessus. Et Christiane Taubira, vous y croyez ? Je sais pas trop s'il faut y croire en fait. C'est vrai que Christiane Taubira, c'est un peu la marotte qu'on sort de façon régulière en disant elle va être candidate, elle va venir. C'est elle qui fait courir. Pourquoi pas Si elle est candidate, il faut qu'elle s'exprime, que les choses soient claires et qu'on puisse travailler. Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on se mette autour d'une table, qu'on travaille à un programme commun et que derrière on porte une candidature commune qui nous permette de renouer avec l'espoir. Parce que quand j'entends les propositions à droite, à l'extrême droite aujourd'hui, franchement, j'ai extrêmement peur des prochaines années. Et là-dessus, pour ma part, encore une fois, de ma position, de mon âge et de mes responsabilités, je saurais me souvenir de ce qui a été fait, surtout ce qui n'a pas été fait à gauche. On est à un tournant, il y a beaucoup d'attentes. Vous en pensez quoi, Philippe Dugoin-Clément ? Non, je pense que la gauche et le Parti socialiste souffrent de la faiblesse du Parti socialiste. En l'espace de 5 ans, Emmanuel Macron a vampirisé le champ politique de la social-démocratie et du coup l'équilibrage à gauche, il se fait sur les partis beaucoup plus extrémistes qui sont condamnés à l'opposition. D'ailleurs, c'est tout le pari d'Emmanuel Macron, c'est d'exploser la gauche de gouvernement, d'exploser la droite de gouvernement. Alors la gauche, il l'a fait par l'électorat, la droite, il l'a fait en allant chasser des Édouard Philippe, des Darmanin, des Lecornu, des Le Maire qui sont allés prendre des Marocains ministériels, et tout son pari, c'est d'occuper ce champ central pour n'avoir que des extrêmes en face. La droite a réussi à se rassembler, à avoir une seule candidate, qui est une candidate d'idées, qui est une candidate de valeur, dans l'occasion d'en parler. La gauche n'a pas réussi à avoir ce fait-là, elle n'a pas réussi à l'avoir parce que le Parti socialiste, qui reste implanté dans les territoires, c'est quelque chose qu'on dit trop rarement, le Parti socialiste n'a pas réussi à reprendre un leadership sur les autres formations de gauche. Et les autres formations de gauche, moi je crois absolument pas à une union possible, n'en veulent pas. Mélenchon, les Verts, les Amonistes, l'ensemble de ces mouvements-là ne souhaitent pas revenir dans une logique un peu hégémonique du Parti socialiste avec une plateforme de gouvernement qui soit crédible et alternative. Et Madame Taubira, au fond, c'est quoi ? C'est venir rajouter du désordre dans un paysage qui est déjà complètement fractionné et morcelé. C'est venir contribuer à la balkanisation de cette chose-là. Moi, je vais vous dire, à la limite, le seul espoir de la gauche d'arriver à renaître et à se recréer, c'est quoi ? C'est qu'on gagne l'élection avec Valérie Pécresse. Parce que c'est la fin de la parenthèse macroniste. Il restera 15 députés macronistes. Mais il restera 15 députés macronistes. Il n'y a pas de réalité territoriale de la REM dans les territoires. Et ça recrée une bipolarisation. Si Emmanuel Macron est réélu, et grand bien lui fasse, je pense que l'espace politique de centre-gauche, de social-démocratie, n'existe pas à gauche aujourd'hui parce qu'il est déjà pris par le président de la République. Alors,
Jérôme, ça vous fait sourire, mais je voudrais quand même qu'on parle. Oui, allez-y. Cet appel indirect aux électeurs de gauche est quand même assez. Non, c'est un constat. C'est curieux, mais enfin bon. Christiane Taubira, vous y croyez ou pas, ce retour? Est-ce qu'elle pourrait mettre tout le monde d'accord? Non, mais vous savez, la gauche pourra changer 10 fois de jockey, elle aura toujours le même mauvais cheval. C'est un percheron, c'est pas un hiérarchique. Donc vous aurez beau changer de personnel. C'est Hidalgo qui est un percheron. Strictement rien. Bon, Taubira, vous verrez que si c'est elle qui sort de cette prétendue. Bon, on a du mal avec la liaison, avec votre liaison. On va voir si on peut vous rappeler autrement. Oui, je sens que Lamia, vous êtes très déçu. Vraiment. Voilà. Non, il y a un problème. On était dans une course hippique, semble-t-il. Bon, alors, on a un auditeur, on a Renaud de Seine-Saint-Denis qui voulait réagir à ce que disait Lamia. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Encore toutes mes félicitations pour votre émission, toujours passionnante. Hein, c'est gentil. Voilà, c'est une constante sur Sud Radio. Hein, sans oublier André Berkoff. Je salue l'excellent Alexis Poulain qui est. Merci. Qui est un homme absolument formidable, voilà, un garçon formidable qui lui est effectivement un homme de gauche dans le bon sens du terme. Bon, bah voilà. Dans le vrai sens alors, du terme. C'est compliments faits. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? L'émission de 20h sur Twitch et tout, il faut absolument que tout le monde regarde le monde moderne. C'est absolument formidable. C'est votre frère, c'est votre. Merci beaucoup. C'est un fan, c'est un vrai fan. Bref, merci beaucoup Renaud. Merci. Le problème, c'est de passer sur la porte du studio. J'aime beaucoup Françoise Devoix, mais je pense qu'Alexis Poulain, c'est encore. Bon, ça va. On va la catégorie au-dessus, c'est impressionnant. Voilà. On va vous prendre en bande-annonce, vous savez, on va faire un petit. Voilà. Non, mais il faut. Moi, je suis sincère, il faut le dire. C'est bien, oui. Non, mais il y a des gens qui râlent en général. Donc, du niveau, du talent, de la qualité. Et voilà, en France, il y a encore des gens intelligents, des gens de qualité. Donc, voilà, ils sont là. Ils sont là, ils sont sur Sud Radio. Alors, vous vouliez réagir à ce que disait Lamia, me dit-on, Lamia Larage, en particulier sur le Parti Socialiste. En partie d'accord avec elle, en partie en désaccord. Le Parti Socialiste, effectivement, c'est le parti du progrès social. Elle a raison, mais elle a peut-être 100 ans de retard. Le progrès social, c'est Alexandre Millerand, plus que François Mitterrand. Le progrès social, c'est Jean Jaurès. Et éventuellement, pour l'époque qui nous intéresse, le vrai candidat de gauche et du progrès social, c'est Georges Kuzmanovic. Voilà. Hormis ça, on ne voit que des... Non, mais c'est que des noms, mais je veux dire... Christiane Taubira, mais franchement, c'est pas cohérent, je veux dire. Voilà, une femme un petit peu narcissique, hein, comme beaucoup d'autres candidats à gauche, qui ne va rien apporter, qui a fait partie d'un gouvernement, qui a fait des politiques libérales... etc., donc vous trouvez tant qu'on ne quittera pas l'Union européenne, qui a un ADN ultralibéral, tant qu'on ne s'occupera pas de ces questions-là, on ne s'en sortira pas. Ce qui a tué le Parti Socialiste, c'est qu'il s'est couché devant la finance, il s'est couché devant l'Union européenne, qui est totalement irréformable, il a accepté des politiques libérales, les lois El Khomri. Mais je veux dire, mais attendez, mais c'est catastrophique. Comment vous voulez être de gauche en disant qu'il faut flexibiliser? Mais c'est absolument ridicule. Le PS, c'est autodétruit. Moi, je vous fais le pari que Anne Hidalgo ou Yannick Jadot ne seront pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Parce que ces gens-là ne parlent pas aux classes populaires. Parce qu'aujourd'hui, l'électorat, on l'a segmenté. On l'a segmenté comme si on était des commerciaux. On va parler aux immigrés, on va parler aux minorités, etc., etc. Ça ne marche pas comme ça. Et le problème, c'est que les classes populaires ont été totalement abandonnées. Et les gens vous disent « Ah, le PS et LR, c'est la même chose ». Et malheureusement, comme Marine Le Pen dit le système UMPS, eh bien, je dis pas ça parce que c'est Marine Le Pen, mais elle a donné raison. En disant ça, elle donne raison. Le PS et l'UMP qui se sont succédés au pouvoir, c'était la même chose. Et c'est pas parce que c'est Marine Le Pen qui le dit qu'on va dire que c'est faux. C'est comme quand Adolf Hitler dit l'Angleterre c'est une île. Ah ben non, l'Angleterre c'est pas une île parce qu'Adolf Hitler a dit que l'Angleterre c'était une île. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est catastrophique. La gauche ne s'en sortira pas. Il n'y a que Georges Kuzmanovic. Mais bon, évidemment, comme on le voit jamais à la télé, on ne s'en sortira pas. Il vient sur Sud Radio. Merci de nous avoir appelés. On a un autre auditeur qui voulait réagir. On vous donne la parole sur Sud Radio. C'est Jean qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Jean-Noël, mais bonjour Valérie. Alors bonjour Jean-Noël. Et vos auditeurs. J'écoutais un petit peu là, les propos je pense, d'une élue
sympathisante socialiste. Elle est députée de Paris et porte-parole du PS. Lamia El Arraj. Oui. Ah là, très bien. J'ai failli m'étouffer quand elle dit que le progrès social par rapport au Parti socialiste. Je pense que les bêtises ont commencé en 81 avec M. Mitterrand comme président. Ça a été, je crois, une catastrophe pour la France. Et ça a continué. Et le pire, c'est que les gens de droite, quand ils sont venus au pouvoir, n'ont pas fait le job. Ils n'ont pas fait le job et on a laissé un petit peu ce pays partir en goguette. Et voilà où on en est aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Alors les congés payés, Jean Jaurès reviendrait aujourd'hui, comme il a dit votre interlocuteur avant, il se retournerait en sa tombe. Parce que ce qui a été fait à l'époque et ce que vont faire les socialistes depuis qu'ils sont arrivés en 81, c'est une honte. C'est une honte dans ce pays. On doit pas. Et par contre, ils sont très minoritaires, mais par contre, ils peuvent truster tous les plateaux télé. Toutes les subventions, ils arrivent comme les SOS Racisme à 1 million d'euros, qu'on donne tout ça. Il faut changer complètement ce pays avant qu'on ait des très gros problèmes. Il faut quand même dire qu'il n'y a pas de subvention pour les partis politiques. C'est du financement public. C'est du financement. Il y a du financement public, du financement privé, vous voulez dire ? Pour les partis politiques, enfin, c'est pas, il y a pas de subvention. Il y a des règles de financement. Il y a des règles de financement. Absolument. Les choses sont très transparentes. Vous voyez, on a beaucoup de messages exactement sur Internet. Ça fait bien longtemps que la gauche n'est plus populaire. C'est une élite autoproclamée qui se nourrit de son dédain. Ce genre de messages où les classes populaires ne se reconnaissent plus dans cette gauche aujourd'hui. Donc, je voudrais juste réagir pour le coup parce que ça fait deux interpellations et puisque vous évoquez là sur les réactions sur Internet. J'ai pas le sentiment d'être dans un exercice d'auto-félicitation. Non, vous avez été... J'établis un constat qui est pas tout à fait bienveillant à l'égard de ma famille politique. Et je crois que c'est important d'établir ce constat-là. Et de dire qu'il faut... Pour autant, ce que je dis, c'est qu'il faut dissocier deux choses. Il y a d'un côté la pensée politique et de l'autre côté l'appareil. L'appareil a sans doute échoué sur un certain nombre de points, je le redis. Pour autant, je crois que la pensée politique qui est incarnée par le camp du progrès social, qui est celui de la gauche, il continue d'exister, il continuera d'exister, et on sera un certain nombre à le faire vivre. Donc, moi, quand j'entends dire quel dommage l'arrivée de M. Mitterrand, bon, écoutez, si on considère que quel dommage les congés payés, quel dommage, enfin, je ne vais pas refaire la liste que j'ai faite tout à l'heure, je ne partage pas. Après, voilà. Si vous regardez, attendez, c'est typique de ce qu'est la gauche aujourd'hui, ce que vous venez de dire. Vous êtes tout le temps en train de regarder dans le rétroviseur. Vous nous parlez des congés payés, vous nous parlez des 35 heures. Tout ça, c'est du passé. Regardez l'avenir. Sinon, vous n'arriverez jamais à convaincre les électeurs. Enfin, mais c'est ce que je dis, cher monsieur. C'est exactement ce que je dis. Qu'est-ce qu'elle propose ? Moi, je veux bien que vous soyez constamment dans l'histoire et en train de regarder le rétroviseur. Mais la vie politique, c'est pas ça. La vie politique, c'est faire un constat. Vous avez échoué en 2017 gravement, puisque vous êtes arrivé avec 6,5% des voix. Je rappelle qu'aujourd'hui, Mme Hidalgo à 3% est un score qui est en dessous de celui de M. Defer en 1969, qui avait fait 5%. C'est-à-dire l'état du Parti socialiste. Et j'ai l'impression que personne ne réagit chez vous. Vous avez l'air très content. Alors, vous êtes une exception et je vous en félicite. Mais vos dirigeants, c'est pathétique. C'est pathétique. Bon, allez, on marque une pause. Je crois que ça a été rhabillé pour l'hiver, comme on dit. Assez violent, mais c'est vrai que merci Valérie, c'était ma fête aujourd'hui. En fait, non, mais quelqu'un nous dit, mais vous parlez pas des programmes. Qu'est-ce qu'elle propose effectivement Anne Hidalgo en matière de progrès social, augmentation des salaires, 62 ans. Je crois qu'il y a quand même, il faut aussi être franc sur ce point-là. Il y a des propositions qui sont faites. Simplement, ce que je comprends des interventions qu'on a eues là, c'est qu'elles sont pas audibles, elles sont pas entendues. L'idée, c'est pas de dire que je regarde dans le rétroviseur. Par ailleurs, je vous rassure, cher monsieur, moi en 81, j'étais pas né, donc j'ai vraiment pas de sujet là-dessus. Simplement. Vous parlez des congés payés. Enfin, non, mais je faisais une perspective. Attendez, souffrez juste que je finisse. Je faisais juste une rétrospective en disant qu'il y a des avancées qui ont été permises et que sur ce fait-là, il y a une idéologie qui existe. Et c'est simplement ça mon propos. C'était pas dire qu'on se complaît dans le passé. Et au contraire, j'ai fini par ailleurs mon propos en disant qu'il fallait construire l'avenir et que je prendrais ma part de responsabilité dans ce qu'il y a à construire. Donc vraiment, il n'y a pas de sujet de ma part de ce côté-là. Des propositions ont été mises sur la table.
Simplement, semble-t-il, et quand je vous entends, je comprends qu'elles sont pas du tout audibles. Donc ça aussi, il faut qu'on le travaille via cette primaire qui a été proposée et qui a vocation à rassembler. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un long chemin qui s'amorce. Et comment est-ce qu'on redonne des perspectives et comment on parle d'un certain nombre de sujets sur les questions d'emploi, sur la question du salaire, sur l'école, sur l'égalité, sur la République. On a des choses à dire de façon très claire. On va parler de Valérie Pécresse dans un instant. Est-ce qu'elle est en train d'affoler le gouvernement, Emmanuel Macron en particulier, avec le choix ce soir de cette allocution, de cette interview plus précisément, qui tombe le soir où Valérie Pécresse devait avoir une émission sur BFM qui lui était consacrée. À tout de suite. Allez, on passe à droite. Depuis que Valérie Pécresse donc a été élue à la tête des LR pour se présenter à la présidentielle, on sent que les choses ont un petit peu changé. Alors elle est assez haute dans les sondages. Ce soir, donc LCI et TF1 diffusent un grand entretien avec Emmanuel Macron et en face, normalement, Valérie Pécresse devait intervenir sur BFM dans une grande émission qui a été reportée, évidemment. Et puis, on observe sur le terrain des ministres qui sont en train de monter au créneau. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Philippe Dugoin-Clément, que c'est une candidature qui gêne la Macronie ? Si vous voulez, moi je fais partie de ceux qui au mois de juillet dernier y croyaient, étaient derrière Valérie. On n'était pas si nombreux que ça. La réalité, c'est que c'est une surprise. Personne ne l'attendait là. C'était pas le duel de second tour sur la primaire LR qui était attendu. Emmanuel Macron attendait d'autres candidats en face de lui. Et il s'avère aujourd'hui que c'est une candidate extrêmement solide et qui fait peur au pouvoir parce qu'elle est en situation de pouvoir incarner une alternance. Tout le jeu d'Emmanuel Macron sur son quinquennat, on l'a dit tout à l'heure, ça a été de dévitaliser la droite en faisant des prises de guerre individuelles achetées à coups de marocains, de présidences d'agences ou autres, et de dévitaliser une droite pour être au second tour contre une extrême droite, contre qui, bon an, mal an, il sait que l'élection elle se fera, le quinquennat avec la législative un mois après la présidentielle, qu'il aura une majorité, et là il se retrouve à avoir une femme en face de lui qui est sur des valeurs de droite classiques, qui est capable de rassembler une partie du centre-droit et une partie de l'électorat de droite déçu sur cette espèce de grand écart qui fait qu'une partie de ce socle électoral n'y croyait plus, et qui redonne un espoir. Vous savez, l'espoir c'est important. La droite, ça fait 10 ans qu'on n'a pas été au gouvernement, et ça fait 15 ans, presque une génération, que Nicolas Sarkozy a gagné pour la dernière fois. 15 ans, une génération sans victoire, c'est long. Et moi je crois profondément, on parle souvent du peuple de gauche, mais moi je crois que ce peuple de droite, il a envie d'une victoire, et au fond, parce qu'elle est crédible sur une victoire, elle peut amorcer une dynamique. Elle peut rassembler aussi, vous savez, cette part d'électorat de droite qui est partie chez Emmanuel Macron. Il faut dire les choses, parce que François Fillon a eu des difficultés pendant la campagne, ils s'en sont détournés. On peut aussi, c'est son gros handicap, c'est de dire que c'est la même chose, Macron-Pécresse. Non, il y a des différences quand même assez fondamentales. Je ne vais pas vous faire le panégyrique. Non, on va pas faire je vais pas vous faire le panégyrique des programmes comparatifs des uns ou des autres. Non, mais la réalité aujourd'hui, et j'aimerais juste finir, si Jérôme Dubus permet, j'essaye de ne pas vous couper, je remercierais de bien vouloir en faire autant. La réalité, quand on voit... Tout le monde s'exprime assez longuement à chaque fois. Si je peux juste essayer de terminer mon propos, quand on voit le nombre de ministres du gouvernement, le nombre de poids lourds, je mesure mon mot parce que poids lourd n'est pas forcément toujours le meilleur, mais quand on voit le nombre de ténors de la REM qui tapent à bras raccourcis sur la candidature de Valérie Pécresse, on voit qu'il y a une inquiétude qui se fait. Et moi je vais leur dire, continuez à taper sur Valérie Pécresse, vous nous crédibilisez, vous crédibilisez notre candidate. Il y a une ligne de crête quand même, parce qu'effectivement pour Valérie Pécresse, tout le problème va être de se démarquer suffisamment d'Emmanuel Macron, alors qu'elle va partager certaines de ses politiques libérales, sans tomber dans le trop ciottesque ou
ou Zemmourien, en disant voilà, où là, les électeurs de droite qui auraient pu être attirés vont dire non, je reste chez Macron finalement. Et la question, c'est où sont les réservoirs de voix? Est-ce que c'est majoritairement des électeurs qui vont préférer très à droite, qui vont porter Éric Ciotti au second tour du Congrès, ou est-ce que c'est des centristes qui aimeraient une alternance et en finir avec La République En Marche, qui est un parti insaisissable, pas du tout incarné dans les territoires. Et voilà la vraie question. La question, elle est très binaire. C'est Macron, stop ou encore. Et il y a une seule candidate qui peut battre Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est Valérie Pécresse. Ouais. Vu comme ça. Lamia El Arraj. Ouais, ça vous laisse sans voix. Il y a Jean-Noël Barrot, secrétaire général du MoDem, qui dit c'est comme une pochette surprise, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est Juppé ou Fillon, c'est Wörth ou Ciotti. Mais non, mais ça s'appelle la synthèse, c'est un parti. C'est la synthèse. En parlant de Valérie Pécresse. Oui, en parlant de Valérie Pécresse. Pécresse. Si vous permettez, allez-y, Lamia Larrache. J'écoutais juste attentivement en fait les propos des uns et des autres. En fait, Valérie Pécresse a gagné dans le cadre d'un processus de désignation de sa famille politique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la droite républicaine parce que globalement, on sait ce qu'ils pensent sur un certain nombre de sujets. Je crois qu'il y a un corpus idéologique qui est assez solide, avec un parti qui a éprouvé un certain nombre d'étapes, on va dire, dans le temps. Maintenant, je suis quand même globalement assez inquiète du programme de Valérie Pécresse. Moi, je suis pas sûre que ce soit une pochette surprise parce qu'on sait ce que pense la droite depuis des années. Et je crois qu'elle est plutôt claire. Comment elle va se situer? Est-ce qu'elle va tomber, être plutôt du côté Ciotti ou d'un côté elle en parlait Juppé, pas avant que Ciotti arrive au Congrès. Elle avait dit Valérie Pécresse, c'était 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher. Donc la couleur était annoncée. Après, c'est une femme qui a l'habitude des responsabilités, qui a montré à quel point son bilan pouvait être désastreux pour les Franciliennes et les Franciliens depuis qu'elle est présidente de la région. Quand on voit son échec sur les transports, quand on voit les lycées et l'état de délabrement d'un certain nombre de lycées, moi ça me réjouit pas. Simplement, avec Valérie Pécresse, on sait ce qu'on pense. Du côté d'Emmanuel Macron, les choses sont beaucoup plus compliquées parce que le temps dure en même temps. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. À force, on a fini par comprendre que c'était la droite libérale, encore plus libérale que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, quelque part, Alors, Jérôme Dubus, elle fait peur ou pas, Valérie Pécresse, aux macronistes? Écoutez, pourquoi voulez-vous qu'elle fasse peur? On est dans une élection démocratique, personne ne se fait peur, personne ne joue à se faire peur. Cette expression est un peu, passez-moi l'expression, est un peu idiote. Personne ne fait peur à personne. Je crois que LR a signé son... LR qui n'est plus... Vous n'avez pas un petit sentiment d'affolement? Pourquoi ce choix du mercredi? C'est que LR n'est plus qu'une partie de la droite aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai peur qu'elle n'arrive pas à rassembler la totalité de la droite française. Sinon, il y a longtemps qu'elle serait restée au pouvoir si elle était rassemblée. C'est un peu le même phénomène que la gauche. On voit bien qu'il y a plusieurs candidats de droite ou de droite extrême, type Zemmour, Marine Le Pen, etc. Et que la partie centre-droit a rejoint Emmanuel Macron en 2017, très clairement, avec François Bayrou, avec un certain nombre de gens qui venaient des Républicains, dont je fais partie, et je ne regrette strictement pas mon choix de 2017. Et s'il était à refaire, je le referais. Et rien n'a évolué, contrairement à ce que dit Valérie Pécresse, du côté des LR. Ils ont toujours été déportés à droite, et je m'étonne qu'un centriste comme Jean-Philippe soutienne la candidate issue des rangs de LR, alors qu'il n'y a rien de changé depuis que Mme Pécresse a quitté LR. Rien de changé. Peut-être qu'il y a des choses qui ont bougé, mais on va voir, on verra. Merci en tout cas à tous les 4. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée sur Sud Radio.